Toran France est heureux de vous présenter Continuum. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Continuum, la nouvelle émission d'A-News Sécurité. Cette émission est parrainée par Toran France et pour cette nouvelle émission, j'ai le plaisir d'accueillir Nadège Azaz. Bonjour, merci Nadège. de m'accueillir. Vous êtes ingénieure de 39 ans et surtout vous êtes maire de Châtillon, une ville de près de 40 000 habitants dans l'Hauts-de-Seine. Depuis 2015, vous êtes également conseillère régionale d'Île-de-France en charge de la commission sécurité. Vous êtes investie sur les questions de transport et notamment la question de la place des femmes dans les transports. Et voilà, vous avez à peine 40 ans et vous avez déjà une belle carrière. Vous rêviez de ça quand vous étiez gamine? Alors, je ne sais pas si je rêvais de ça étant gamine, mais c'est vrai que pour une enfant de Châtillon, l'engagement auprès de mes concitoyennes et de mes concitoyens est quelque chose qui m'est cher et de pouvoir leur être utile, de pouvoir m'engager à leur côté, en tout cas, effectivement, c'est quelque chose que je souhaitais. Donc, je suis très contente qu'il m'ait fait confiance en juin dernier en m'élisant maire de cette commune. Maire en 2020, c'est pas facile en pleine crise sanitaire, c'est quand même un sacerdoce aujourd'hui d'être maire. Alors c'est un sacerdoce, c'est vrai. Le mandat de maire, c'est le plus beau, mais c'est aussi, je crois, le plus difficile parce que c'est le mandat de proximité par excellence. C'est bien sûr un début de mandat qui est atypique parce que la crise sanitaire préempte tout et que nous avons un certain nombre de choses qui doivent être aménagées en vue justement de préserver la sécurité sanitaire de nos concitoyennes et de nos concitoyens. On ne peut pas, par exemple, avoir tous les événements festifs, culturels que nous souhaiterions. Les protocoles sanitaires sont très stricts et donc ça nécessite de beaucoup s'adapter pour assurer, encore une fois, la meilleure santé possible pour tous nos habitants. On a aussi la chance d'avoir un centre de vaccination à Châtillon qu'on mutualise avec la ville de Malakoff. Donc ça demande beaucoup d'engagement, mais je crois qu'on va tous s'en sortir et il faut rester très optimiste en tout cas. Alors on l'a dit, Châtillon, c'est une grosse ville de banlieue parisienne avec ses problématiques de sécurité. Même si effectivement le contact avec la population, il faut le réinventer un peu depuis un an, mais j'imagine que les questions de sécurité restent quand même assez prégnantes auprès des habitants. C'est quoi les enjeux de sécurité pour une maire d'une ville comme Châtillon? Alors les enjeux de sécurité sont prioritaires parce que de toute façon c'est une demande aussi de la population, c'est un enjeu principal pour nos concitoyennes et nos concitoyens. À Châtillon nous avons des problématiques d'incivilité, de dégradation parfois malheureusement de l'espace public et donc il faut savoir non seulement faire de la prévention mais aussi de la répression sur ces sujets-là parce que l'espace public c'est l'espace qui est commun, on ne peut pas le dégrader. On ne peut pas le salir, en tout cas pas impunément. Et nous avons effectivement quelques problématiques d'insécurité, notamment liées à la contrebande, à la vente de contrebande de cigarettes au niveau du métro Châtillon-Montrouge, qui est une très grosse intermodalité, avec là une présence depuis 3 ans de trafiquants qui nuisent un peu effectivement au cadre de vie des habitants et des voyageurs des transports en commun. Et concrètement, ça se manifeste comment cette ambiance justement de ces vendeurs à la sauvette aux stations de métro, de train? C'est exactement ça, c'est-à-dire que ce sont des vendeurs à la sauvette qui sont positionnés d'ailleurs dans beaucoup de gares d'Île-de-France, surtout là où il y a des intermodalités. Nous, il y a effectivement ce terminus ligne 13, mais il y a aussi le terminus du T6 et bientôt la gare du Grand Paris Express. Donc il y a des flux de voyageurs qui sont amenés à circuler, mais c'est aussi des lieux d'habitation. Châtillon est une ville très dense, donc nous avons des habitations tout à proximité et ça se caractérise aujourd'hui par cette volonté en fait, de ces vendeurs de subsister aussi, mais qui se manifeste par l'accroche qui est faite au niveau des voyageurs pour essayer de vendre ces paquets de cigarettes. C'est malheureusement parfois aussi des rixes parce que chacun a son territoire, etc. Et donc les choses elles peuvent s'emballer assez rapidement. Et puis c'est cette présence qui ne peut plus exister, en tout cas dans ces zones tellement fréquentées pour la simple et bonne raison que les gens en fait ne veulent plus circuler à cet endroit-là. Ça crée une ambiance un peu anxiogène pour les gens qui sortent du métro, qui ne connaissent pas forcément Châtillon. Ça donne une image qui n'est pas celle que vous souhaitez pour la ville, quoi. C'est une des portes d'entrée en fait, vraiment de notre ville. Donc bien sûr que ça ne peut pas et ça ne doit pas se limiter à cette première approche, mais c'est par ailleurs des familles aujourd'hui qui ne souhaitent plus sortir dans cet endroit-là, alors même que c'est au pas de chez eux, parce qu'il y
a ces présences un peu permanentes qui parfois sont aussi, enfin je le dis, sont parfois aussi des présences agressives. Donc nous avons mis en place un certain nombre de choses et notamment une présence de la police municipale plus de 6 heures par jour en continu. Nous demandons à l'État de prendre ses responsabilités aussi pour assurer une présence. Et puis, c'est illégal, c'est-à-dire qu'on ne peut pas avoir comme ça du trafic pignon sur rue, alors même que c'est de la contrebande et que c'est totalement illégal. Alors, on l'a dit, vous êtes élu à peu près depuis moins d'1 an. En matière de sécurité, vous êtes déjà pas mal investi. Vous avez fait quoi en 1 an sur les sujets de sécurité ? Et quelles sont vos marges de manœuvre quand on est maire de Châtillon ? Alors la première chose, c'était évidemment de faire un état des lieux au niveau de déjà ce qui existait en termes de politique publique sur les questions de sécurité à Châtillon. Il n'y avait pas vraiment de politique de proximité, c'est-à-dire que la précédente majorité pensait que c'était une compétence de l'État, donc faisait vraiment le minimum. Moi je pense que la police municipale a un vrai rôle à jouer en termes de proximité, en termes de prévention auprès de nos habitants. On l'a vu notamment dans le cadre du premier confinement, la police nationale, mais aussi la police municipale, alors que tout s'effondrait, que tout s'arrêtait, eh bien c'est eux aussi qui assuraient la continuité des services publics et qui étaient en présence par rapport à certains de nos habitants les plus fragiles. On a renforcé notre police municipale. Nous n'avons pas de commissariat, pas encore, de commissariat sur le territoire de la commune. C'est la circonscription Montrouge-Châtillon, donc le commissariat est situé à Montrouge. Et donc l'idée, c'était d'avoir quand même une présence de sécurité le plus tard possible pour permettre aux habitants châtillonnais, s'il y avait une difficulté, d'avoir une présence aussi si la police nationale ne pouvait pas se déplacer, parce qu'on connaît aussi les problématiques d'effectifs au niveau de la nationale, et donc d'augmenter en fait notre police municipale. On est passé de 20 effectifs à 25. Vous n'avez pas eu du mal à recruter les agents de police municipale, et surtout là, les villes notamment de banlieue parisienne vont être confrontées un petit peu avec la concurrence de la création de la police municipale à Paris. C'est ce qu'on a affronté effectivement au tout début du mandat. C'est-à-dire que la police municipale de Châtillon souffrait un peu de l'absence de cadre. Or, nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on a tout de suite mis en place une politique vraiment de proximité de sécurité, fameux continuum de sécurité, en lien évidemment avec la police nationale, en lien avec les autres forces de sécurité, je pense notamment à la police des transports. Nous avons valorisé nos agents de la police municipale, il s'agissait aussi de les entendre, de les accompagner, de les former davantage. Nous avons travaillé avec eux en les entendant sur un certain nombre de sujets. Nous avons acheté un local près du métro Châtillon-Montrouge pour leur permettre aussi d'être à proximité en fait de ce lieu, de ce nœud d'intermodalité pour avoir un vrai pôle de sécurité publique, en les valorisant, en les accompagnant, en leur permettant aussi d'exercer toute la plénitude de leurs fonctions et en leur faisant confiance. Moi, j'ai une directrice de la police municipale à laquelle je fais entièrement confiance et qui manage ses troupes avec brio et avec beaucoup d'humanité. Eh bien, figurez-vous que nous sommes devenus attractifs et que nous avons même aujourd'hui des demandes de policiers nationaux pour rejoindre la police municipale de Châtillon. C'est vrai que la vraie problématique, notamment encore une fois en Ile-de-France, c'est la concurrence des villes sur le recrutement des policiers municipaux. Peu de policiers municipaux, beaucoup de postes ouverts. Il y a peut-être une réflexion à avoir entre maires sur justement la manière dont on peut éviter de se faire la guerre sur le recrutement. Absolument. Avec effectivement des atouts, chacun effectivement est dans son rôle pour vanter effectivement sa municipalité, mais la création de la police municipale de Paris risque quand même de chambouler un petit peu tout le paysage. C'est pour ça qu'au niveau des territoires, il faut qu'on agisse aussi en coordination. Et nous travaillons, parce que nous sommes une circonscription de sécurité commune, beaucoup aussi avec mon collègue de Montrouge sur ces questions-là. Les polices municipales travaillent ensemble, se connaissent. On fait aussi tout ce travail avec tout le bassin du territoire, avec la police municipale de Clamart, avec celle aussi de Malakoff. Et surtout, on investit aussi sur nos agences. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on a des ASVP, par exemple, qui souhaitent passer le concours, eh bien, on leur donne aussi toutes les possibilités de le faire, on les accompagne, parce que ça permet aussi d'avoir une pérennité. Alors, vous avez agi sur l'amplitude horaire des policiers municipaux, sur les effectifs de la police municipale. Vous avez aussi également d'autres leviers, la vidéo... protection.
la question de la médiation, Bien sûr. sur lesquelles vous avez également agi? Absolument. Sur ces questions de toute façon de sécurité, pour que la politique de sécurité puisse être équilibrée, elle doit reposer sur deux jambes. Elle doit reposer d'une part effectivement sur les questions de répression, mais aussi essentiellement sur les questions de prévention. Donc nous avons des outils à notre disposition, des outils qui étaient très peu efficients à Châtillon. Ça a été un gros coup d'annonce en fait de la part de la précédente municipalité que le système de vidéoprotection, mais qui ne fonctionnait pas. Quand nous avons pris nos fonctions en juin et que nous avons fait ce fameux état des lieux, nous nous sommes rendus compte que près de 2 caméras sur 3 ne fonctionnaient pas. Nous en avions à peu près une vingtaine à l'époque, parce qu'elles étaient raccordées en fait aux fréquences radio plutôt que d'être raccordées à la fibre, et que l'investissement qui avait été choisi avait été un investissement de mauvaise qualité. Donc ce que nous avons fait, c'est que nous nous sommes posés avec le commissaire de police de Montrouge pour voir effectivement quels étaient les lieux où il y avait une nécessité d'accroître la vidéoprotection. Dans certains lieux, ce n'était plus utile. Dans d'autres, il fallait au contraire la renforcer. Donc vraiment un état des lieux pragmatique. Et puis, nous avons remis en fonctionnement, donc ça a eu un coût certain, plusieurs centaines de milliers d'euros, les caméras vidéo qui ne fonctionnaient plus. Nous sommes aujourd'hui sur le territoire de Châtillon à 28 caméras. Vous ne créez pas des caméras là où il y a une demande de la population? La demande de la population, elle est souvent légitime, mais évidemment, parfois, elle est aussi un peu épidermique parce qu'il y a des problématiques. Moi, je pense qu'il y a des professionnels de la sécurité et donc, bien sûr, plutôt que de répondre en fait simplement à la demande de la population, même s'il faut l'entendre, c'est avant toute chose sur nos forces de police eh bien, que reposent en fait vraiment ces choix parce qu'eux savent exactement, statistiques à la clé, éléments objectivés à la clé, où est-ce qu'il y a la nécessité de poser en fait ces caméras. Est-ce qu'il faut passer au drone? Alors, je ne sais pas s'il faut passer au drone. Moi, vous savez, sur les questions de sécurité, je suis très pragmatique. C'est-à-dire que si les drones font preuve de leur efficacité, toute attention, en ayant des garde-fous aussi, parce que c'est absolument essentiel. La liberté publique, quand même, dans ce pays est un droit constitutionnel et donc il faut quand même qu'on soit très attentif aussi à ça. Pourquoi pas? Mais ça doit être un équilibre. Est-ce que sur les questions de terrorisme, une ville comme Châtillon a un rôle à jouer en matière de lutte contre le terrorisme, de prévention de la radicalisation? Alors vous savez, le plan Vigipirate Écarlate touche de toute façon toutes nos villes. Donc en plus de la crise sanitaire, il a fallu aussi renforcer en fait les abords de tous les lieux considérés comme des lieux sensibles, donc les lieux de culte, les écoles, les lieux où il y avait des services publics. Donc de toute façon, dans notre quotidien, on fait aussi avec cette problématique et, qui doit et qui requiert toute notre attention. On ne prend pas une seule décision aujourd'hui sans avoir en tête ce risque terroriste. Quand il s'agit d'envoyer des enfants au stade municipal, de les envoyer en sortie, quand il s'agit d'accepter une commémoration ou quand il s'agit d'accompagner nos habitantes ou nos habitants sur un certain nombre de sujets citoyens, nous avons évidemment ce risque-là en tête. Oui, évidemment que les collectivités sont un maillon de cette chaîne qui est une chaîne globale. Pour lutter, bien sûr, contre la radicalisation, il y a souvent des signaux faibles de toute façon dans les villes. Moi, je travaille en lien avec notre commissaire de police pour évidemment échanger sur ce type d'éléments-là. Donc, vous avez des échanges personnels? Oui. Oui, des échanges personnels, alors évidemment avec ma directrice de la police municipale. Mais vous savez, sur ces problématiques de radicalisation, il y a aussi un élément fondamental, encore une fois, c'est la proximité et ça reste vraiment ces signaux faibles. C'est-à-dire qu'à partir du moment où nous, nos policiers, qu'ils soient les policiers nationaux, que ce soit la police municipale, sont aussi sur le territoire de la commune, en proximité des habitants, etc., il y a des choses qui peuvent les interpeller, il y a des signaux qui peuvent les inquiéter, et c'est toutes ces remontées aussi qui nous permettent in fine d'avoir une vraie politique de prévention sur ce sujet. Vous êtes beaucoup intéressé à la question de la sécurité des femmes dans les transports en commun. Pourquoi cette appétence, pourquoi ce sujet-là? Alors, en tant que féministe, j'ai envie de vous dire, mais pas seulement, parce que c'est aussi évidemment le sujet de toute une société, j'irai même plus loin, c'est un sujet de civilisation. Oui, je crois qu'en Ile-de-France, c'est quasiment 9 femmes sur 10 qui ont été victimes de violences ou d'agressions ou d'agissements sexistes. Alors, il y a même un chiffre, moi, qui m'avait vraiment interpellée, c'était le Haut Conseil à l'égalité, il y a quelques années, qui donnait 100%
des femmes qui utilisent les transports en commun franciliens qui estimaient avoir été victimes d'agissements sexistes qui vont du harcèlement, de la parole déplacée, etc., jusqu'à la commission vraiment de crimes, enfin de viols, etc. Ce n'est pas acceptable. Voilà. Ce n'est pas acceptable dans notre République qu'à partir d'une certaine heure, les femmes mettent en place des stratégies de contournement parce qu'elles ont peur, parce qu'il y a un sentiment anxiogène lorsqu'elles prennent les transports. Elles doivent pouvoir se mouvoir librement et c'est à nous, la puissance publique, que ce soit l'État, que ce soit les collectivités territoriales, la région, les communes, c'est à nous en fait de leur permettre de se déplacer en toute liberté. C'est vraiment un sujet de civilisation. En tant que maire, moi je suis interpellée justement à ces abords de métro parce que cette stagnation aussi de trafiquants fait que vous avez certaines femmes qui ont peur parfois de rentrer et ça ce n'est pas acceptable et c'est pour ça qu'au niveau des heures de pointe, nous mettons aussi la police municipale en présentiel. Il n'est pas acceptable que les femmes décident de s'arrêter plus tôt au niveau de leur ligne ou qu'elles contournent leur arrêt de bus parce qu'elles ont peur. Mais faut-il, c'était un des débats, ça, des wagons réservés, des accompagnements spécifiques? Moi, je suis contre. Je suis contre des wagons réservés ou alors des accompagnements spécifiques, si c'est de la présence humaine renforcée, pourquoi pas, pour la simple et bonne raison que nous sommes des républicains et que donc nous devons nous battre pour la mixité dans l'espace public. Et il ne s'agit pas en fait d'enfermer les femmes dans des wagons parce qu'il faudrait les protéger en fait de certains hommes. Non, il s'agit en fait de faire prendre conscience à chacun qu'il y a des agissements qui ne peuvent pas se produire dans notre État et qu'elles doivent être en sécurité partout. Alors vous savez, l'émission elle s'appelle Continuum, Continuum de sécurité. C'est évidemment un peu le leitmotiv depuis quelques années, on en parle beaucoup. Vous y croyez, vous trouvez que c'est un peu tarte à la crème, cette continuum de sécurité? Moi, j'y crois totalement parce que je pense que la sécurité, elle se projette en fait à travers différents outils, à travers différentes actions. Je pense aussi que la sécurité, c'est pas simplement du coup par coup, que ça doit être vraiment des choses qui sont réfléchies avec tous les acteurs qu'il faut impérativement mettre autour de la table. Nous, vous voyez, pour mon problème de trafiquants de contrebande, la première action qu'on a faite, au-delà donc de mettre la police municipale en présentiel sur ces lieux-là, c'est de demander donc d'une part à l'État en fait de prendre ses responsabilités, mais aussi de coordonner tous les acteurs de la sécurité. Mais ça voulait dire aussi toutes les entreprises qui sont aux abords, c'était de les responsabiliser aussi sur le fait que certains de leurs agents, certains de leurs salariés étaient en fait des consommateurs. Et donc il y a aussi cette responsabilité-là. Vous savez, quand il n'y a pas d'achat, il n'y a pas de vente. Donc c'est une responsabilité commune. C'est évidemment de la coordination et c'est surtout aussi des bonnes pratiques. C'est-à-dire, il ne faut pas être dogmatique, on n'a pas raison tout seul. Donc il faut pouvoir entendre. Quand je vous parlais tout à l'heure de la vidéoprotection, c'est normal en fait qu'on entende et enfin, qu'on se mette d'accord avec les forces de police nationale parce qu'eux aussi sont utilisateurs de nos bandes. On a beaucoup parlé de la police municipale, de la police nationale, on a parlé un peu du transport en Ile-de-France. Un autre acteur du continuum de sécurité, c'est la sécurité privée. Est-ce que vous, en tant que maire, vous travaillez avec une société de sécurité privée? Quelle est l'image que vous avez aujourd'hui de la sécurité privée? Alors, moi, je ne travaille pas en tant que maire avec des acteurs de sécurité privés, si ce n'est pour sécuriser certains événements où effectivement on pourrait avoir des problématiques plus. On le disait tout à l'heure, on est sur du Vigipirate écarlate, donc c'est quelque chose qu'on doit absolument prendre en compte. Moi, je pense que la sécurité doit rester quand même du domaine de la puissance publique, pour la simple et bonne raison que nous rendons compte aussi à un moment donné en tant qu'acteur public. Et il y a quand même une question démocratique qui se pose sur les questions de sécurité. Donc que ça puisse, sur certains événements extrêmement cantonnés, parce qu'il y a besoin effectivement d'avoir des forces supplémentaires, on fait appel, par exemple, aussi à des forces de sécurité privées, par exemple, pour, vous savez, sécuriser des travaux où il faut qu'on ait en présentiel 24 heures sur 24 quelqu'un. Les grandes manifestations? Les grandes manifestations aussi. Quand il y en a ou quand il y en a. Alors là, pour le coup, on n'en a pas eu encore dans ce cadre, dans ce début de mandat, mais on peut. Mais chacun donc, peut y trouver sa place. Chacun peut y trouver sa place. Maintenant, moi, je pars du principe quand même que ça doit rester vraiment de l'ordre de l'exceptionnel, parce que la police nationale et la police républicaine, et donc à des garde-fous, la police municipale est mise sous l'autorité des maires, et donc nous rendons compte à notre population.
il faut effectivement qu'on soit aussi attentif à ce qu'il n'y ait pas de dérive au niveau de la sécurité privée. Alors, un des autres acteurs du continuum de sécurité, vous l'avez évoqué rapidement, c'est les directeurs sécurité prévention des grandes entreprises. Il y en a sur Châtillon. Et vous faisiez allusion à la sensibilisation des directeurs, notamment sur le personnel qui achète aux trafiquants de cigarettes. Est-ce que vous travaillez avec eux sur d'autres domaines en matière de sécurité, avec ces directeurs sécurité prévention, et quel rôle ils peuvent avoir? Alors on travaille avec eux évidemment pour tout ce qui a trait aussi à l'aménagement de l'espace public, parce qu'ils en sont utilisateurs aussi. On appelle la prévention situationnelle un peu. Exactement, c'est de la prévention situationnelle. On travaille avec eux évidemment sur des questions de gros risques qui pourraient se dérouler, parce qu'il faut pouvoir anticiper sur ces sujets-là, et c'est les fameux plans de continuité des risques des collectivités. Nous on est en train de faire le nôtre à Châtillon, parce que c'est quelque chose qui n'existait pas. On travaille aussi évidemment avec eux sur toutes les questions, vous savez, de petites incivilités, etc., mais qui rendent la vie, le cadre de vie très difficile pour les habitants. Ce sont aussi des acteurs de la sécurité du quotidien, évidemment, donc il faut qu'on puisse les embarquer, et il faut surtout, encore une fois, qu'on puisse coordonner et travailler ensemble. Si vous aviez une baguette magique, Nadège Azaz, vous feriez quoi en matière de sécurité pour votre ville? Qu'est-ce que je ferais pour la sécurité dans ma ville? Je crois que effectivement, je ferai en sorte que mon entrée de ville au niveau du métro Châtillon-Montrouge soit définitivement beaucoup plus sécure que ce qu'elle n'est aujourd'hui, mais elle le sera. Ça, vous pouvez en être certain, parce que je suis quelqu'un de très déterminé et je sais que les forces de sécurité seront aussi au rendez-vous sur ce sujet-là. Nadège Azaz, merci beaucoup. Merci à vous, Sébastien Pietrasanta. À bientôt. Toran France a été heureux de vous présenter Continuum.